Déjà, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui, de voir ce talk, du coup. Un grand merci aux organisateurs du DevFest de pouvoir me donner cette chance aujourd'hui de pouvoir présenter ce talk devant vous. Merci à mes collègues sphériens de me supporter, nickel. Donc voilà, en fait, finalement, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de... voilà, est-ce que je suis stressée, je mets en production ma version. Je me dis en fait, voilà, qu'il pourrait se passer quelque chose. En effet, mon application a commencé à clignoter un peu partout. Il y a un souci en production, on est obligé de rollbacker. Et donc là, pas le choix, on corrige le bug, ça prend un certain temps. On repush, et là, on croise les doigts qu'on n'a pas une nouvelle bêtise qui arrive. Beaucoup de stress. J'ai la solution, des tests de performance. Des tests de performance, quand ils sont bien écrits et bien définis, vous permettent de garantir une qualité d'application optimale, et ce jusqu'à 5 ans. Donc ça, c'est cette stratégie qu'on va avoir aujourd'hui, comment bien la définir. Il y a 4 piliers pour ce faire. Voilà, selon moi, selon mon retour d'expérience, on va pouvoir les déchiffrer un à un ensemble. Je vais vous faire un cas pratique d'une faille technique que j'ai pu rencontrer avant la mise en production. Donc, spoiler, c'est sur une base de données. Et puis, vous allez repartir avec quelques tips pratiques d'optimisation, pouvoir faire chez vous, sur votre application. Donc voilà, si ça vous convient, on y va. Suivez-moi, on démarre. Une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. J'ai voulu acheter des places de concert sur un site de billetterie en ligne. Vous l'avez peut-être déjà vécu comme moi. Bon, au début, on est dans la file d'attente, tout va bien. Ça mouline, mais ça va. Finalement, c'est notre tour. On dit, ça y est, je suis dans la file, c'est bon, on va pouvoir y aller, on va pouvoir réserver ses tickets. Il y a du temps d'attente. OK, il y a du temps d'attente. Puis finalement, quand on pense que c'est bon, paf, le site, il crache. Flûte, je voulais vraiment ces tickets-là. Je voulais vraiment les avoir, je voulais voir ce concert. Je suis très frustrée, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pas le choix, je passe à la concurrence. Donc là, c'est mon ressenti, mais il s'est passé aussi un autre ressenti en face, plus pour l'entreprise en face. Les développeurs sont sous le coup, il faut qu'ils fassent leur rollback, ça leur prend du temps, ça leur fait une baisse de productivité, puisqu'il faut corriger le bug, il faut pouvoir repousser une application qui est fonctionnelle et faire pour que le site soit de nouveau up. Donc vous l'avez compris, du temps de remise en état, mais aussi des pertes de clients, parce que les clients sont passés à la concurrence, ils n'ont pas pu faire vendre leurs tickets, donc c'est une perte des chiffres d'affaires pour cette entreprise. Et puis finalement, moi, je suis passée à la concurrence, comme d'autres. Disons que cette entreprise-là, ce site internet-là, je ne vais plus aller avec eux. Donc on va dire que leur image a été un peu écornée, et donc voilà, ils ont souffert un petit peu de ça. Enfin, je suppose. Donc voilà, donc les tests de performance, on y va, qu'est-ce que c'est? Donc je vous l'ai dit, ça permet de pouvoir mettre en lumière certaines choses, certaines faiblesses, et là du coup, allons-y, on va les définir ensemble. Un petit encart avant, vous avez souvent entendu parler de la web perf, des tests de performance. C'est quoi l'un par rapport à l'autre? Finalement, la web perf, voyez-le comme un iceberg. Un iceberg avec une partie qui est immergée, une partie qui est visible et une partie plutôt invisible. C'est ce que je vais vous expliquer ici. Donc sur cet iceberg-là, la partie haute, on verra plus tout ce qui est des tests d'accessibilité, des tests d'ergonomie. Est-ce que mon application elle est bien faite? Est-ce qu'elle répond bien? Est-ce que j'arrive à bien naviguer dans cette application? On aura aussi des tests de compatibilité sur certains devices. Mon PC, ma tablette, mes smartphones, en tout cas des devices différents. Et on a la partie submergée de l'iceberg. On aura des tests sur la sécurité et, sans surprise, les tests de performance, et c'est ce sur quoi on va parler aujourd'hui. En fait, finalement, les tests de performance, c'est quoi? C'est pouvoir simuler une application, qu'elle soit une API, un microservice, un monolithe, une page web, bref, une application, avec de nombreuses personnes virtuelles, qu'on appelle des virtual users, utilisateurs virtuels. Voyez derrière ça, plus une unité de mesure pour atteindre un certain trafic. Donc, simuler une application avec de nombreuses personnes virtuelles
sur une certaine durée. Les tests peuvent aller de 30 minutes à 1 heure pour des tests plutôt courts, et des tests plus longs, on ira chercher du 6, 8, 10 heures de temps. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est pouvoir identifier des SPOF, des points de rupture, Single Point of Failure en anglais. Vous voyez derrière ça, finalement, qu'un SPOF, c'est juste identifier des faiblesses, identifier des arbres malades qu'on va couper et pouvoir, du coup, mettre en lumière la forêt. Voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça, on le coupe, au moins on identifie les faiblesses, on les corrige, et la forêt est plus saine. Donc tout ça pourquoi, finalement, c'est pouvoir garantir une haute disponibilité de votre application, peu importe la durée, peu importe à quel moment. On a un trafic entrant, on a une opération commerciale, les Jeux Olympiques, voilà. Il faut que ça soit disponible à tout moment. Le but, finalement, c'est de pouvoir réduire les temps d'attente de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la slide précédente, 2 secondes, c'est le temps maximum qu'un utilisateur veut attendre afin que le site Internet lui réponde. Sans grande... voilà. Identifier et corriger les faiblesses, les SPOF, voilà, je fais un petit redit de la slide précédente. Et un grand enjeu n'est pas des moindres, c'est pouvoir réduire les coûts de maintenance à chaud, puisque une faille arrive en production, je dois rollbacker, je dois corriger, je dois reproduire. Voilà, les coûts de maintenance à chaud, au moins, seront réduits, puisqu'on va les détecter en amont de la production. Les différents use cases pour les tests de performance, on est venu me voir pour dire, voilà, Aurélie, j'aimerais connaître les limites de mon application. Est-ce que je suis en capacité de tenir mes 300 requêtes secondes, parce que demain, j'ai un événement qui arrive. C'était une typologie de use case. Il y aura également pouvoir assurer une non-régression d'une release de version à une autre. J'ai une version 1.2, est-ce qu'elle est meilleure que la 1.1, etc. On ira toujours chercher une ISO qualité, voire une meilleure qualité de performance. Bah, sans surprise, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les opérations commerciales des Jeux Olympiques 2024, je ne sais pas, un influenceur qui lance sa ligne de vêtements avec le site partenaire, c'est une absorption de trafic soudaine, est-ce qu'on a la capacité de l'absorber? Il y aura des use cases un peu plus techniques, comme par exemple, voilà, je veux faire une évolution technique de mon application, je veux prendre une nouvelle base de données, je passe de Cassandra à MySQL. Est-ce que, justement, ce changement technique va impacter la performance, et auquel cas, est-ce qu'elle peut aussi l'évoluer? Un cas pratique que j'ai pu aussi avoir, c'est pour la reprise de données, des données qui sont hébergées en externe, on veut les récupérer en interne chez nous, donc forcément, il y a une migration de données. Est-ce que je suis en capacité de la jouer à chaud pendant que les magasins sont ouverts, ou est-ce que je dois la décaler en pleine nuit parce qu'elle aura un impact sur ma production? Et un dernier use case, plutôt que des FinOps. Voyez cela, je n'ai pas besoin de tests de performance parce que j'ai 15 machines qui tournent H24. Ça coûte beaucoup. Donc là, on va vouloir aller chercher une configuration optimale pour réduire ces coûts de ressources et plutôt miser sur un scaling de l'application. Donc là, je vous ai parlé principalement de ce qu'est un test de performance, mais finalement, il y en a plusieurs, il y a plusieurs types, et là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le premier test de performance, c'est un load test. C'est un test de montée en charge. Donc voyez-le comme on commence tout doucement, on commence à mettre un peu plus de virtual user, donc c'est-à-dire un peu plus de trafic. On va faire une montée en charge sur 5-10 minutes pour atteindre un plateau haut. Et ce plateau, on va le tenir sur 1 heure de temps. Ce plateau haut, c'est la charge que l'on s'attend en production, avec un petit peu de ratio, généralement on fait des tests, non pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Donc ça, c'est le test le plus répandu. Il y a aussi le stress test. C'est un load test un peu plus stressé. Là où le load test, on est plus sur 1 x 1, on va dire ça comme ça, le stress test, on va y mettre une charge de 1,5 x 2, x 3, x 10. Et on va voir un petit peu si ça tient sur 1 heure de temps.
vous avez le test d'endurance. C'est un load test qui est long, c'est sur 6 heures, 10 heures de temps. Derrière ce test, on va essayer d'éprouver l'application sur une certaine durée, et généralement, c'est avec ce type de test-là qu'on met en lumière des fuites mémoire, qui n'apparaîtraient pas sur un court test, mais plutôt sur la durée. Un quatrième test qui est pas mal aussi, voyez-le comme par exemple des ouvertures de solde, un pic soudain d'activité. Donc on va faire un trafic nominal, donc un plateau bas, sur lequel on va venir faire popper du trafic soudain. Donc c'est des trafics soudains, plutôt courts et assez réguliers tout le long de test. Là, derrière, on va éprouver la capacité à l'application de scaler rapidement pour absorber la charge. Et un dernier test, qui est plutôt sympa également, que je fais assez régulièrement, on va essayer d'éprouver la limite de l'application. Donc on va commencer tout petit, avec 0 virtual user, 1 virtual user, et on va essayer d'aller chercher un trafic x10, x20, x50. Le tout, c'est faire cracher l'application, pour rester poli. Et donc, du coup, le test va entrer dans 3 zones. On aura une première zone qui est la zone acceptable. Les temps de réponse sont plutôt corrects, c'est assez rapide. Puis, on a une zone de dégradation. Alors, au début, c'est des temps de réponse beaucoup plus hauts, qui restent acceptables. Puis, ça continue, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, on entre dans une zone de rupture, où l'application, elle commence à partir en live, puisque peut-être que la base de données, elle a des locks, peut-être que du coup, les pods, ils rebootent, etc. Enfin, en tout cas, c'est le début de la fin, et c'est là où il ne faudra pas aller. C'est vraiment la limite à ne pas dépasser, en tout cas avec votre architecture actuelle. Ou en tout cas, il faudra aller chercher une liste d'actions à mener afin de reculer cette zone limite. C'était une liste des tests, alors ils ne sont pas exhaustifs, je vous ai mis les principaux avec lesquels je joue au quotidien, mais voilà, il y en a d'autres, je ne vais pas les expliquer aujourd'hui. Je vous ai expliqué du coup ce qu'est un test de performance, les différentes typologies de tests, mais finalement, comment on les définit ces tests? Comment on adopte une bonne stratégie de test? Finalement, un test, ça va reposer sur 4 piliers. Disons qu'un test va être exécuté sur un environnement isoprod, avec un certain nombre de scénarios représentatifs, comme la production, avec un jeu de données assez qualitatif et représentatif, et par le biais de certains outils. Ces 4 piliers-là, je vous l'ai dit, on va les décrire un à un ensemble. Alors l'environnement isoprod. D'une part, il faut un environnement qui soit isolé. Je m'explique. J'ai pu lancer un tir de performance une fois, et on me dit, Aurélie, t'es en train de lancer un tir là? Ouais. Écoute, t'es en train de mettre à mal l'API management, et derrière, ça se répercute sur la prod. Est-ce que tu peux couper? Ouais, il n'y a pas de souci, je vais couper tout de suite. Donc du coup, vraiment un environnement qui soit isolé, qui n'ait pas de répercussions sur les autres thématiques. Isolé de bout en bout. C'est-à-dire que si une application elle dispose d'une base de données, qu'elle dispose d'un Redis, etc., il faut vraiment que ça soit propre pour l'environnement de test, propre pour les tirs de perf. On veut un environnement qui soit ISO-architecture et ISO-interaction. On a une base de données en production, je la veux dans mon environnement de load. J'ai un Redis, je le mets en place. Si j'ai un OpenSearch, également, je le mets en place. J'ai un référentiel du cache. Voilà, voyez ça comme un screenshot de la prod pour votre environnement de test. Il faut qu'il soit ISO-infrastructure. J'ai 4 pods actuellement sur ma production. Je veux les avoir sur mon environnement de test. Si j'ai un min replica à 2 et un max à 10, la même conf sera appliquée sur l'environnement de test. On va utiliser aussi pas mal ce qu'on appelle des mocks, ou bouchons en français. En fait, cet outil-là est plutôt pas mal, puisque je prends le cas de figure d'une application qui ferait appel à Google Maps, qui facturerait du coup ces appels à chaque fois. Vous voyez un petit peu un test de 6 heures, qui va envoyer beaucoup de trafic, qui va générer beaucoup d'appels. Derrière, c'est une facture qui sera salée. Donc on va moquer cette solution-là, afin de limiter la casse. Et puis, finalement, vous allez me dire, t'es bien gentil, tu veux un environnement qui soit comme la prod, elle est déjà très coûteuse, ma prod, mais t'en veux une deuxième, en fait.
J'ai une solution pour ça. C'est pouvoir popper l'environnement à la demande. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre environnement de test tourner H24, 7 jours sur 7. Juste le faire popper quand il le faut, juste avant que le test soit lancé. Une fois qu'il est lancé, qu'il est terminé, hop, les ressources sont éteintes. Voilà, on limite un peu la casse. Donc on a fait un focus sur l'environnement de prod, super nécessaire. On va voir ce qu'est maintenant des scénarios. Je reprends mon load test. Finalement, derrière ce load test, ce que j'appelle moi une simulation, va se jouer N scénarios. Ces N scénarios vont être des scénarios comme des parcours utilisateurs. Ça va rejouer un petit peu le comportement que l'on a en production. Donc là, je vous ai mis un exemple de 4 scénarios dans ma simulation. Là, c'est plus pour une application d'IA générative, avec la discussion, la création d'assistants, la discussion, etc. Donc, iso-comportement en production. Comment on crée ces scénarios? Il y a plusieurs façons de le faire. Si on dispose d'une interface graphique, on ira chercher des parcours utilisateurs. Donc là, vous avez un exemple avec une mire de notification. Je saisis mon email, je saisis mon password, etc. Oui, ça matche bien ensemble, j'ai mon token d'authentification. Voilà, c'est un parcours utilisateur. Si je n'ai pas de parcours utilisateur, pas d'interface graphique, on ira plus chercher des métriques que l'on dispose sur des dashboards de monitoring. Typiquement, j'ai mon application qui oscille au fur et à mesure des jours. Je vais aller focus sur la journée la plus chargée et en déduire une liste de endpoints les plus appelés. Donc voilà, vous avez un petit exemple avec les différents endpoints et vous avez la charge en termes de requêtes secondes. Le premier endpoint, nous avons 48 requêtes secondes. Le deuxième, 35 requêtes secondes. Et bien, ces ratios-là, c'est ce que je vais aller chercher, du coup, avec mes scénarios, avec ce petit ratio, puisqu'on ne teste jamais pour aujourd'hui, mais plutôt pour demain. Donc on ira chercher plutôt du 37-40 requêtes secondes pour la deuxième, et plus du 50, voire 60 requêtes secondes pour la première. Et ça sur les endpoints les plus appelés. Il y a des SLO sur lesquels s'animer pour pouvoir bien écrire ces scénarios et aussi mener cette stratégie correctement. Donc j'en ai déjà parlé, les requêtes secondes, ce que j'appelle moi des hits secondes. Et on a aussi tout ce qui est 95 percentiles, 99 percentiles, ça ce sont les temps de réponse. 95 percentiles, ça ne doit peut-être pas parler à tout le monde. Vous voyez, ce qui se cache derrière, c'est plutôt 95% de mes requêtes se sont effectuées en moins de 1 seconde 5 pour le premier appel, par exemple. On ira aussi s'animer sur le pourcentage d'erreurs pour qu'il soit assez réaliste et motivant. Donc des scénarios plutôt bien construits qui vont répondre en termes de volumétrie, 48 requêtes secondes, 35 requêtes secondes, mais aussi en termes de distribution. Vous avez votre application qui a 2 versions, une première version et une seconde version. Vous avez que la moitié de vos clients qui ont basculé sur la V2. Donc du coup, vous avez double trafic. Et bien ce double trafic-là, il faut le voir apparaître dans vos scénarios. Pareil, on n'ira pas tester l'ensemble des endpoints d'un Swagger, par exemple. On va plutôt vraiment adapter la loi de Pareto qui dit 20% de vos features doivent répondre à 80% de la fonctionnalité en production. Donc voilà, j'ai 50 endpoints dans le Swagger, je ne vais pas les tester. Je vais prendre les 10 premiers qui sont les plus appelés. Voici un exemple d'un scénario sur une API plus d'adresse. Donc c'est une API CRUD, une adresse de facturation et livraison. Là, c'est plus les livraisons que vous voyez sur ce schéma. Alors, c'est une façon de construire son scénario. En tout cas, il faut que l'on couvre que des cas passants. Je ne vais pas couvrir des cas 404, 422, etc., etc. Ce n'est pas mon rôle. C'est plus le rôle des tests unitaires ou des tests karaté. Je ne veux que des cas passants, 201, 204, 200. On va y mettre de l'intelligence dans le scénario, c'est-à-dire, je ne veux pas bourriner un appel, puis un autre et un troisième. On va faire de l'enchaînement afin de pouvoir récolter des données et les réutiliser dans l'appel suivant. C'est le cas par ici, avec le shipping ID. Et enfin, dès que l'on crée un objet, là ici je crée une adresse de livraison,
on va faire en sorte de contrôler la donnée, c'est-à-dire qu'on va finir avec une suppression d'adresse. Puisque vous voyez venir 6 heures de durée d'un test, création massive, à la fin, la base de données, elle commence à être saturée. En tout cas, bien remplie. Sauf si c'est la motivation, l'enjeu du test, auquel cas on va faire plutôt des dumps. C'est-à-dire qu'avant de lancer un scénario, on va faire un dump, une extraction de la base de données. Le test est joué, on a bien alimenté la base de données, et bien à la fin, on va pouvoir écraser avec l'extrat. On recommence, on est propre pour les prochains tirs. Donc ça, c'était les scénarios. Maintenant, je lance des scénarios, je fais des appels API, mais avec quoi? Quelles données? Eh bien, il y a 2 sortes de données. Il y a la donnée existante et les jeux de test. Voyez la donnée comme un screenshot de la production. Si j'ai 30 millions de comptes en production, j'aimerais les avoir sur mon environnement de charge, de test de charge. C'est possible, mais ça demande un petit peu de travail. Alors, tout comme les scénarios, il faut que la donnée soit représentative en termes de volumétrie, tout comme en termes de distribution. Alors, je pourrais très bien avoir un utilisateur dans ma base de données qui a une adresse, qui a également une donnée de morphologie, etc. Faire un test de performance avec un utilisateur, c'est mieux que rien. Mais vous êtes d'accord, ça va répondre très vite. C'est pas comme la production où j'ai beaucoup d'utilisateurs. Donc un panel d'utilisateurs, c'est plutôt chouette à aller chercher puisqu'ils ont leur propre histoire. Vous voyez par exemple, celui qui court tous les dimanches matins, il a une montre connectée, il y a le recueil des données de position à chaque mètre. Voilà, sur plusieurs heures de course, vous voyez un petit peu la récolte des données est plutôt grande. Également, la personne qui dispose d'une balance connectée, qui monte dessus tous les jours, ça fait de la récolte de données de morphologie. Et également un cas, c'est la personne plutôt nomade. Généralement, on a tous une maison principale, voire une maison secondaire, allez, une 3e maison. Mais il est arrivé en production qu'on a un cas, un utilisateur qui a 1000 adresses. Alors, pas 1000 adresses physiques, je vous rassure, mais ça a suffi à créer une faille de performance. Donc l'application est tombée, le site n'a pas répondu pendant un petit moment. Ça a coûté des sous. Donc maintenant, du coup, je les ai pris en compte dans mes scénarios, et quand je les joue avec toutes les données que j'ai à ma possession. Connaître ces données, ça va permettre de faire une bonne stratégie de test et lancer des tests qui sont pertinents. Alors, comment construit-on ces données? Pour la base de données, par exemple, ou un Redis ou un OpenSearch, vous pouvez le construire à la main, ça va être un petit peu long, mais vous pouvez faire une extraction de la production et le mettre directement sur votre votre base de données de test. Alors, vous allez me dire, RGPD, données sensibles, on ne peut pas. Alors, je vous propose du coup de pouvoir anonymiser ces données. Vous avez un panel d'utilisateurs de test, vous allez les raccrocher du coup à vos données tirées de la prod. Ça permet de ne pas faire de lien, d'avoir toujours ces comportements représentatifs, mais liés à des personnes virtuelles. Comment construire ces jeux de test? Parce que forcément, on a la base de données qui est fournie, l'OpenSearch, le Redis, etc. Mais pour autant, on ne va pas bombarder une URL, on ne va pas bombarder un seul utilisateur. Il faut tout un panel de jeux pour mon test. Alors, vous pouvez créer plusieurs fichiers, des fichiers JSON, des fichiers CSV, des maps, peu importe. Le tout, c'est que vous puissiez vous retrouver et que ces fichiers soient lisibles dans vos logiciels de script. Alors, je vous propose 2 solutions que je vais discuter par la suite. Comment remplir son jeu de données? Alors, il y a la méthode de distribution, pourcentage de distribution, plus sur un fichier. Et une seconde, c'est des fichiers qui répondent à des tailles de t-shirt. Premièrement, je veux un seul fichier avec ma distribution de données dedans. Alors, je m'explique. Je me suis rendu compte qu'en production, lorsque un utilisateur crée une adresse, j'avais 50% de chances que ce soit une adresse française, puis 20% de chances que ce soit une adresse allemande, ainsi de suite. Je voudrais avoir cette distribution de données directement dans mon jeu de données. Donc, je vais faire un seul fichier
Par exemple, prenons 100 lignes, au moins on sera plutôt bien pour l'exemple. Sur ces 100 lignes, 50 lignes seront dédiées à des adresses françaises, 20 lignes seront dédiées aux adresses allemandes, etc. Un petit coup de moulinette pour randomiser un petit peu la 2D, mais vous garantissez du coup un jeu de données avec une égale distribution. Donc ça, c'était la première solution. La seconde solution, c'est plus l'utilisation des tailles de t-shirt. Prenons le cas d'une API qui fait de la résolution d'URL. Vous tirez des stats analytics. Quels sont les URL les plus appelés actuellement sur ma production? Généralement, c'est des /promotion, des /bon plan, des /femmes chaussures. Ouais, ça fait très cliché. Et ça s'est révélé être vrai. En tout cas, ces appels, ces endpoints, les URL les plus appelés, on va les mettre dans un fichier d'une taille XL, parce que c'est une taille de t-shirt la plus importante. Donc c'est un fichier qui sera le plus appelé. A contrario, des /disquettes, si ça existe encore les disquettes, ou des /pointe fléchette seront les moins appelés, donc auquel cas iront dans des fichiers de taille de t-shirt les plus petits, XS. Donc c'est bien beau, j'ai construit mes fichiers, j'en ai plusieurs, XL, L, MS, XS. Comment j'assure cette distribution? Tout simplement, vous avez un utilisateur virtuel, donc vous allez attribuer un ratio. Dans 50% des cas, il ira chercher une URL dans le fichier XL. Dans 20% des cas, dans le fichier L, etc. Ça va vous permettre du coup d'assurer cette distribution d'une autre façon. Alors du coup, vous avez construit votre donnée, base de données, vos jeux de données, etc. Mais pour le retail, on a cet effet saisonnier. On ne va pas forcément lancer des tirs de perf avec des données liées à des sports d'hiver pour une campagne qui va se dérouler en été. Donc, rafraîchissez vos données assez régulièrement pour être conforme à ce que vous voulez tester. Et puis, quand vous faites bien les choses, vous fournissez votre base de données, etc., etc. Faites toujours des backups. Ça va vous permettre, si un tir de perf se déroule pas très bien, de pouvoir, du coup, écraser et recommencer. Ça permet de faire pas comme moi, du coup, clic, bouton, supprimer. Bon, ça va, c'était un court tir de perf, je n'avais pas beaucoup de données qui se sont ajoutées, mais voilà, faire un dump de la base de données avant de jouer le test, c'est encore mieux. Donc voilà, c'était un encart sur la base de données. Donc on a des scénarios, une base de données, des jeux de données propres, un environnement isoprod. Avec quels outils, du coup, quels outils je vais utiliser pour scripter, pour lancer mes tests? Finalement, ça va répondre à plusieurs questions. Vous allez vous poser la question de pour qui je fais ces jeux de tests? Pour qui je fais ces tests de performance? Est-ce que c'est plus parce que je suis dans une équipe test de performance, auquel cas j'irai chercher plus un outil UI, interface graphique, ou est-ce que c'est plus pour une cible de développeurs, auquel cas ils sont plus familiers avec le code, donc on ira chercher plus un outil as code pour tout ce qui est le scripting, l'écriture des scénarios. Vous allez vous poser la question également, est-ce que dans mon entreprise, il existe une communauté JMeter, communauté Gatling? Est-ce que je dispose également de licences? Je pense notamment à Octoperf ou Blessmeter. Auquel cas, on ira plus facilement choisir ces outils. On va également se poser la question de l'orchestrateur. L'orchestrateur, c'est celui qui est chargé de lancer le test. Est-ce que lancer les tests depuis votre terminal de commande, en tout cas en local, vous va bien? Ou à contrario, est-ce que vous voulez un peu plus de configuration, un côté un peu plus réaliste pour lancer vos tirs de perf, auquel cas on ira chercher une solution soit maison, soit payante. Je pense notamment, par exemple, si vous voulez diviser votre trafic, 50% du trafic ira sur un injecteur basé aux États-Unis, 50% ira sur un injecteur basé en Europe, en Belgique par exemple, pour voir un petit peu la latence. Ça peut être toujours intéressant. Vous pouvez vous poser la question également de est-ce que je voudrais automatiser les tests de performance? Auquel cas, on ira chercher une solution qui propose des API pour pouvoir l'intégrer dans notre CI/CD, par exemple. Est-ce que également, je voudrais avoir un suivi de mes tests? Dans quel cas, on ira plus forcément soit écrire des rapports, soit avoir du coup un outil de monitoring, en tout cas quelque chose qu'on suit les tests.
Donc ça, c'était les différents piliers. Moi, je les utilise au quotidien. Et j'ai aussi un process que j'utilise toujours au quotidien. Donc voici ce process. Donc vous allez retrouver finalement définir la stratégie, aussi s'outiller. Donc généralement, je prends contact avec l'équipe, je recueille le besoin, environnement Isoprod, on le met en place, la base de données, on la fournit, etc., etc. Voilà, je prépare. Puis vient la phase d'écriture des scénarios. Quel outil j'utilise? Eh bien, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a JMeter, il y a du Gatling, il y a du Torus, et il y a d'autres plateformes, enfin d'autres logiciels que j'ai moins utilisés, LoadRunner, Neoload, Cassis. C'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Mais en tout cas, les trois que j'ai utilisés, JMeter, Torus et Gatling, les voilà. Voilà un petit aperçu. JMeter, c'est plus une interface graphique. Ça peut être un peu moins user-friendly qu'une solution ASCODE de type Torus ou Gatling. À chacun sa préférence. Une fois qu'on a écrit les scénarios, on va pouvoir les exécuter. Pour ce faire, alors du coup, il y a la solution maison avec Kubernetes, avec les CI/CD, ou une solution un peu plus payante, type BlazeMeter, Gatling Enterprise, Octoperf, peu importe. Voilà, c'est un aperçu de BlazeMeter. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on voit du coup des stats en temps réel, on voit un petit peu la forme de son test, et on peut avoir un peu plus de détails. On va dire c'est un peu plus, c'est un SaaS, c'est un peu plus user-friendly. On a notre test de perf qui s'est joué. J'ai la partie analyse. Alors l'analyse se fait sur plusieurs pans. On va analyser d'un côté client. Donc là, j'ai pris l'exemple de BlazeMeter, ça pourrait être autre chose. BlazeMeter va avoir certaines métriques d'un point de vue client, donc il va englober du coup le temps de l'application et le temps réseau. Vous aurez le temps, enfin plutôt des métriques applicatives, auquel cas on ira sur Datadog, Dynatrace, Grafana, Kibana, peu importe. Donc là, c'est vraiment au pied des applications. Et on a d'autres outils de monitoring également. Je vous ai mis par exemple Ivan Console. On ira plus monitorer tout ce qui est base de données, Redis, OpenSearch, et j'en passe. Donc j'ai fait mon analyse de mon test. Et bien, une phase importante, c'est le reporting. Ayez à cœur de garder toujours un historique de vos analyses et de votre liste d'actions. Pas forcément pour vous, mais aussi pour les autres qui reprennent votre travail. Ça peut être différents outils. Bon, il y a BlazeMeter qui envoie des emails quand le test est terminé. Mais voilà, vous pouvez utiliser Confluence, je ne sais pas moi, du texte, etc., etc. Gardez un suivi. Ça va vous sauver la vie. Surtout si vous êtes cross-projet, et donc cross-team. Et donc, du coup, se rappeler d'un tir qu'on a fait pour une équipe X il y a quelques jours, ce n'est pas toujours évident. Donc, une partie que vous attendez sûrement, un exemple d'analyse. Pour une application crude de type adresse, j'avais lancé un test de performance sur BlazeMeter. Voilà, vous avez un petit stat. Donc l'application a été chercher 470 requêtes secondes. Pour ce faire, elle avait eu besoin de 528 virtual users. Voilà. Surtout la durée du test, j'ai 0,35% d'erreur. C'est plutôt bien. On dit qu'en dessous d'1%, on est plutôt bien. Mais ce qui me choque ici, c'est vraiment les temps de réponse. C'est une API crude. 870 millisecondes en temps moyen, 2 secondes 4, ouais, c'est quand même assez élevé. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc j'ouvre toujours sur BlazeMeter l'onglet Request Stat, et là du coup j'ai la liste des endpoints, et en fait je retrouve tous ces temps de réponse dégoûtants partout. Et en plus un pourcentage d'erreur sur la suppression. Ok, c'est bizarre. Un temps de réponse assez long. Est-ce que c'est plutôt réseau, applicatif? Je creuse. J'ouvre Datadog. Là, on est vraiment au pied de l'application. Je sors le graphe, j'analyse. Eh bien, toutes mes requêtes se plafonnent entre 7 et 10 secondes. Très bien, c'est pas le réseau, c'est vraiment mon application qui merdouille. Et on voit, du coup, comme je l'ai dit, 8, 2 secondes, etc. Ok, je creuse. Il se passe quelque chose, c'est bizarre que tous les endpoints soient attaqués. Je vais voir ce qui se passe sur ma base de données. Je me rends compte que 100% du CPU usage est atteint. Donc vraiment, il se passe quelque chose dans mes requêtes qui fait que je sature complètement le CPU. Je sors la liste des stats. En fait, du coup, il y a plutôt des valeurs qui sont plutôt correctes, mais en fait, je me rends compte surtout que pour 2 requêtes,
j'ai un temps de réponse assez faramineux. J'ai du 10 secondes en maximum de temps de réponse sur du delete et j'ai du 5 secondes sur l'update. Moi, j'en suis au niveau de mes requêtes. Voilà. Est-ce qu'il ne manquerait pas un petit index? Donc j'appelle la personne chargée du coup de ça, le DBA, qui me dit « Aurélie, oui, tu as raison. Ça serait bien de mettre un index sur la base des adresses de livraison et un index sur la base des adresses favorites. » Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On prend en compte ces modifications. Je relance un tir. Avant-après. Avant, c'était 100% de CPU qui était atteint. Maintenant, avec les index, on n'est plus qu'à 10% de CPU. On souffle, on vient d'éviter le pire. Voilà, c'était ce côté-là. Maintenant, on va passer rapidement sur quelques petits tips à embarquer chez vous. Optimisation sur la base de données, les index, on vient le voir. La fuite mémoire, généralement, qu'on détecte sur un test assez long, un test d'endurance. Il y a eu également aussi des optimisations qui ont été faites, typiquement sur la séparation des opérations de lecture et des lectures massives et d'écriture. Donc généralement, si les mêmes opérations agissent sur une table, sur 6 heures de temps, ça commence à faire du monde qui tape sur la même personne. Donc on ira splitter ces opérations afin d'avoir une meilleure disponibilité de la base de données. D'un point de vue des appels, j'ai pu mettre en place du coup de la séparation du référentiel directement en sortant des appels. En gros, je prends l'exemple d'une application chargée de mettre à jour son magasin favori. À chaque appel, que ce soit un get, un post, on récupérait l'ensemble des magasins. Sauf qu'on n'a pas une ouverture de magasin chaque matin. Donc, est-ce qu'on pourrait extraire cet appel qui coûte 200 millisecondes, donc la moitié du temps total? Est-ce que cet appel, on ne peut pas l'extraire et le mettre directement dans un cache qui sera refresh tous les 4 heures? Je pense que c'est plutôt bien. Eh bien oui, ça a été fait, on va diviser par 2 le temps de réponse. Une optimisation sur les appels aussi qu'on a pu mettre en place avec les équipes, c'est la configuration des retry et timeout. Je m'explique. On a un endpoint qui est vachement long, on le sait. Donc généralement, il ne se termine pas en moins de 300 millisecondes, donc on fait une série de nouveaux essais. Un premier essai, est-ce que tu es en dessous de 3 millisecondes? Non, je recommence, et ainsi de suite. Finalement, au bout de 5 essais, si je suis supérieur à 300 millisecondes, je m'arrête et je sors une erreur. En fait, on a voulu changer cette configuration-là parce que ça nous apportait beaucoup d'erreurs. On s'était dit, pourquoi pas, du coup, augmenter le temps de délai et du coup déduire en fait les essais. Test avant, test après. Il s'est révélé que faire 3 essais en mettant un temps de délai de 500 millisecondes était meilleur parce qu'on avait une diminution des erreurs et du coup une meilleure stabilité. On aura des optimisations un peu plus axées sur l'architecture. Par exemple, côté Java, on va venir tuner la JVM, on va regarder les CPU, on va regarder le pourcentage, la RAM, etc., les pods. On va avoir aussi des tips sur l'amélioration du scaling. Par exemple, on va améliorer les métriques. À partir de quel moment on dit à l'application de scaler pour absorber le trafic? Est-ce que c'est plus sur j'atteins 50% de CPU utilisation, je pop? Ou est-ce que j'atteins 100 requêtes secondes, je pop? Voilà, on va essayer d'optimiser ces métriques pour avoir un meilleur scaling en fonction de son application. Une optimisation que j'ai pu mettre en place aussi, c'est le garbage collector, côté Java. Voyez-le comme la personne chargée de l'entretien. En gros, vous, utilisateur à votre bureau, vous êtes l'application. Quand le garbage collector passe, en gros, c'est un stop the world. En gros, c'est je passe, je nettoie. Je prends du temps à nettoyer et toi, tu n'as pas le droit de fonctionner. C'est un petit peu ça sur l'application. Donc, ce qui faisait que l'application ne pouvait pas fonctionner, on avait des pods qui essayaient de rebooter, c'était catastrophique. En tout cas, pour le serial. Si on accès plus à un garbage collector de style ZGC, on n'avait pas ce mécanisme de stop the world. Parce que le nettoyage de la mémoire était fait un peu plus souvent, mais prenait beaucoup moins de temps. Donc en gros, je clignais un peu par là, et l'application ne s'en rendait pas compte et conservait du coup une disponibilité.
On a aussi des optimisations concernant la validation d'outils. Alors par exemple, un cache qui était retiré pour pouvoir insérer plus un Redis, ça avait eu du sens parce qu'on a amélioré la stabilité de l'application. Oui, certes, on avait un peu plus de latence, mais des latences cohérentes et acceptables. Et l'application était toujours disponible, on avait moins d'erreurs. En conclusion de tout ça, si vraiment on devait faire un résumé, gardez à l'esprit, par rapport à tous les use cases que je vous ai dit, qu'un événement qui doit arriver en production, c'est un événement qui devrait être perf-testé. Il vaut mieux le faire sur l'environnement de test plutôt que sur la prod et essuyer une interruption de service. Donc, dans la même lignée, il vaut mieux perdre quelques milliers d'euros à mettre en place un jeu de données, des scénarios cohérents, plutôt que faire tomber la production et perdre des millions. La stratégie de test, selon moi, c'est 4 piliers. Un environnement ISO-production, des scénarios qui soient fonctionnels, des données qualitatives et des bons outils. Les scénarios et les data, ça je n'ai pas vraiment expliqué, mais c'est des données qui sont mouvantes. Un scénario qui est établi à un instant T va changer dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il y aura une nouvelle feature qui va arriver, et donc du coup, quelque chose qui va devoir être perf-testé, puisqu'on voudrait avoir une bonne performance sur la production. Des données qui sont mouvantes, je l'ai dit, des données saisonnières, voilà, c'est à changer et à adapter. Donc, forcément, un environnement comme la prod, un environnement qui est coûteux, vous pouvez le popper à la demande et réduire les coûts. On m'a souvent posé la question de à quelle fréquence tu ferais les tests de perf? Eh bien, ça dépend de votre besoin. Vous aurez certainement un besoin plutôt ponctuel. Donc là, on va vraiment mener une campagne de test. C'est ce qui s'est passé pour les Jeux de Paris 2024. Et plutôt des tests à visée fréquentielle, donc des tests plus dans les CI/CD, parce qu'on va tester une release et une seconde, etc. Et on aura un besoin d'avoir une qualité, plutôt une qualité constante. Avec tout ça, c'est vrai que je prenais plutôt une philosophie de full automatisé, un processus clé en main, puisque finalement, en fait, faire son jeu de données, faire ses scénarios, etc., lancer les tests de performance, analyser, ça prend du temps. Pouvoir les automatiser au maximum, c'est vous assurer du coup moins de temps de travail et avoir quelque chose que vous pouvez reproduire au fur et à mesure. On va commencer à s'orienter vers la fin. Je vous laisse quelques petits tips, notamment du coup 2 conférences que vous pouvez suivre si vous voulez des sujets comme on a un peu pu en parler aujourd'hui, des sujets de performance. Il y a le Devoxx France, généralement c'est en avril chaque année, et une conférence que j'aimerais bien voir cette année, c'est le Wheel of Speed. Ils en avaient fait une en septembre 2024. Je n'ai pas vu celle de 2025, mais je l'attends avec impatience. Je vous laisse aussi là le lien pour la vidéo de Stéphane, qui est plutôt vraiment bien faite sur les tests de charge sans être à côté de la plaque. Vous avez des bonnes documentations officielles, sur des sites officiels tels que Blazemeter, JMeter, Gatling, pour vous permettre de bien bien construire vos scénarios. Et puis je vous laisse aussi là un petit livre de Yann Molino dans les éditions Aurélie concernant les tests de performance si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc voilà, donc en fait finalement je ne me suis pas présentée, moi c'est Aurélie Dardenne. Ceci est mon retour d'expérience en tant qu'ingénieur test de performance depuis maintenant 4 ans. On a vu les différents process, les différentes réflexions pour mener une bonne stratégie et le processus transverse. Ce processus, je l'apporte à chacune de mes missions chez les clients. C'est mon pilier. Donc sinon, de votre côté, c'est comment to be or not to be perf tested? Merci beaucoup.